France Maghreb 2. Notre invité aujourd'hui, en ce lundi, nous sommes le 25 février, soyez les bienvenus sur France Maghreb 2, donc jusqu'à 18h, comme chaque lundi, c'est donc l'entretien du LGF, et on voit que les élections européennes sont bel et bien en marche, c'est parti, si vous me permettez l'expression. Notre invité aujourd'hui, Mounir Satouri, bonjour Mounir. Bonjour à vous et à vos invités. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors vous êtes né à Casablanca, donc vous êtes marocain. Vous êtes né en 1975, donc un jeune, élu en juillet 2013 à la présidence du groupe des 51 écologistes du Conseil régional d'Île-de-France. Vous avez succédé ni plus ni moins à Cécile Duflot, tout simplement. Et vous êtes candidat sur pour Écologie Les Verts sur la liste, donc pour les européennes 2019. Est-ce que vous pensez, première question un peu légèrement provocatrice, l'écologie serait pas une matière superflue à l'école ? L'écologie, excusez-moi, je vous ai pas entendu. Est-ce que ça serait une matière à enseigner davantage dans les écoles ? Ah, évidemment. On le voit d'ailleurs souvent, c'est par les enfants que l'écologie rentre dans les foyers. Sur les questions de tri, d'éco-gestes, d'éco-citoyenneté, les enfants sont plus facilement partants pour ces gestes-là, parce que sans doute, nous les adultes, on s'installe dans des habitudes qui font que ça devient une difficulté ou un renoncement sur les gestes écologiques. Et évidemment, l'éducation à l'éco-citoyenneté devrait faire partie des programmes scolaires dès le plus jeune âge. C'est aussi un changement d'habitude au quotidien qui peut permettre de réussir l'enjeu de la transition écologique, mais pas que. Les pouvoirs publics ont un rôle important sur les choix en termes d'habitation, en termes d'isolement, en termes de déplacement, en termes d'agriculture. Bref, un changement radical pour qu'on puisse sauver le climat et maintenir une vie correcte pour les êtres humains sur la planète Terre, en préservant la biodiversité, en préservant la nature et en vivant en harmonie avec tous les ingrédients qui font la particularité de la planète Terre, parce qu'en réalité, il n'y a pas de plan B. La Terre est la seule planète sur laquelle on peut vivre, donc c'est notre bien commun le plus important. Qu'est-ce qui a fait, Mounir Satouri, que vous vous engagiez auprès des écologistes ici en France ? Comment est venue cette manne de l'écologie en vous ? Alors c'est venu de manière progressive. Mon engagement a d'abord été un engagement sur les questions sociales, dans un parti de gauche, le Parti socialiste marocain, l'USFP, avant que j'arrive en France, puisque je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans et demi, et plus tard le Parti socialiste français, qui était la suite logique de mon cheminement intellectuel et de militant. Je quitte d'abord le Parti socialiste en France en 2001, après les élections municipales, parce qu'il y avait des divergences entre le secrétaire de la section PS à Chanteloup-Lévin que j'étais et la fédération du PS sur la manière dont la section a été traitée au moment des municipales. On n'était pas une priorité fédérale, on n'a pas été soutenu, etc. Et dans la même période, le Parti socialiste réfléchissait sur son programme pour 2002, pour les élections présidentielles, et la responsable programme de l'époque a dit à un certain nombre de personnes qui s'intéressaient à ces sujets-là que le droit de vote des étrangers ne serait pas mis au programme de Lionel Jospin. Et que par contre, dès que Lionel Jospin serait élu président, on le ferait. Et je crois que cette question sur le droit de vote des étrangers, et à l'époque, j'étais pas français, moi j'étais naturalisé. J'ai été naturalisé en 2002, et donc le sujet me parlait de manière particulière. J'étais secrétaire de section, directeur de la campagne, et ce renoncement-là était la goutte d'eau supplémentaire qui a fait que j'ai quitté le PS. Et comme dans cette campagne municipale, j'ai fréquenté les communistes Les Verts, je me suis lié d'amitié, ils me parlaient de leur vision du monde, on échangeait des livres, on passait certaines soirées après avoir tracté à discuter et à échanger sur les convictions des uns et des autres. Et j'y suis venu progressivement, j'ai été invité par l'élu local représentant les Verts à aller à des réunions, à me familiariser avec les thématiques de l'écologie. Et en fait, j'ai trouvé dans l'écologie un prolongement de mon engagement d'homme de gauche. J'ai trouvé
en plus du partage des richesses, de l'équité, de la solidarité, j'ai trouvé la préservation de la planète pour nos enfants. J'ai trouvé la solidarité entre le Nord et le Sud. J'ai trouvé la notion de la dette climatique que l'Occident a envers les pays en voie de développement, puisque le modèle de développement en Occident a produit du gaz à effet de serre et met en difficulté des territoires lointains pour des gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas bénéficié de ce développement et de la prospérité qui a accompagné le développement des 30 Glorieuses. Bref, j'ai trouvé une voie naturelle qui fait que je ne renonce à aucune de mes convictions, mais à laquelle je rajoute des couches supplémentaires de citoyens du monde à l'aise avec son environnement et la préservation des ressources naturelles. Mounir Satouri, est-ce que finalement le président Macron, qui est en poste depuis maintenant 18 mois au pouvoir, en mettant Nicolas Hulot en tant que ministre de l'écologie, n'est-ce pas le meilleur signe qu'on ait eu depuis une quarantaine d'années ? Je ne sais pas si c'était un signe, c'était un super coup. Il est clair que faire rentrer Nicolas Hulot au gouvernement, à un ministère aussi important que celui de l'écologie et des solidarités, alors que d'autres présidents avant lui avaient essayé. Oui, ils ont tous essayé, c'est vrai ils ont que tous c'était échoué. un super coup, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce que ça a produit. Et le départ de Nicolas Hulot a été un tremblement de terre pour la galaxie Macron sur ce sujet de l'écologie. En réalité, l'entrée de Nicolas Hulot au gouvernement de Macron, c'était tout le monde pouvait faire de l'écologie. Tout le monde pouvait attirer des écologistes reconnus qui ont fait preuve de leur conviction et de leur expérience. Et finalement, on n'aurait pas besoin d'un parti écologiste qui met l'écologie au cœur de son programme, parce que tout le monde pourrait faire de l'écologie. D'autres l'ont cru. Il y a Nicolas Hulot, mais il y a eu Danny Cohn-Bendit et d'autres. Et c'est vrai que ça a été un peu perturbant pour nous, les écologistes, qui pensions qu'il faut un parti écologiste qui construit du rapport de force en politique et sur le terrain pour avoir des victoires écologistes. Mais la démonstration qui a été faite, c'est une démonstration parfaite de ce que nous, on pense à Europe Écologie Les Verts. Nicolas Hulot, quand il sort, il dit quelque chose de très important. J'ai cru que je pouvais y arriver. C'est pas possible. Le pouvoir est gangréné des lobbyistes et finalement je sors parce que je fais le constat que je ne peux rien changer. Et je trouve que cet enseignement-là est important et ça renforce notre responsabilité à nous, les écologistes de ELV, de construire une offre politique qui parle aux Français sur l'urgence du moment, l'urgence climatique et la nécessaire transition pour qu'elle fasse le meilleur score possible en France et en Europe, parce que c'est le niveau européen qui est le niveau pertinent sur les thématiques écologiques. Et plus les écologistes seront forts au Parlement européen, plus le groupe vert sera fort au Parlement européen, plus il pourra négocier pour que sur ces thématiques, on prenne les décisions nécessaires tout de suite et maintenant. Mounir Satouri, comment expliquer quand même que les écologistes, moi j'entends vos discours à chaque fois qui sont très intéressants, qui sont basés sur des faits bien précis, mais le peuple français dans les élections, vous faites pas plus de 5%. Ça dépend des élections. Bah, régulièrement, Mounir Satouri, on va pas se mentir. Non, mais je vais répondre. D'abord, c'est variable en fonction du type d'élection. Dans les élections de liste, proportionnelles à 2 tours, on peut être entre 5 et 10. Et dans les élections uninominales, que ce soit la présidentielle ou législative, on est autour de 5. Je crois qu'on a eu le mérite, nous, à Europe Écologie Les Verts, d'avoir mis depuis 20 ans dans le débat politique français les questions écologiques. On a aussi fait des erreurs. Par exemple, quelle erreur ? Mais je pense que parfois, en affichant des divergences internes, et des divergences internes, il y en a dans tous les partis. Nous, on avait peut-être le défaut, par rapport à d'autres, de les afficher au grand jour, de faire de la transparence sur nos nuances, sur nos différences, alors que d'autres le gèrent en interne de manière un peu plus opaque. Ça, je pense sincèrement qu'on a fait un progrès extraordinaire sur ce sujet. Et aujourd'hui, à la veille de cette élection importante, tous les écologistes à Europe Écologie Les Verts sont au clair sur la stratégie, c'est-à-dire de l'indépendance de l'écologie politique
au moment des européennes et sont au clair sur le projet qui porte, la nécessaire reconversion. Indépendance européenne, pardon, c'est pas tout à fait le cas. Vous le savez très bien, Mounir Satouri. C'est-à-dire il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire en matière d'écologie parce que justement l'Europe bloque et l'Europe. non, mais c'est pas de cela que je parlais. Oui. Je disais qu'on a fait un choix stratégique qui est de ne pas s'allier avec des partis de la gauche. Alors Jean-Luc Mélenchon ne serait pas un bon porte-parole pour vous? Il avait un bon programme écologique pour les présidentielles, non? Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Mais beaucoup de partis politiques ont à la bouche les questions écologiques. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, tout à l'heure on a parlé de la République en marche, d'autres ont aussi le discours là-dessus. Je pense que nous, on a une différence minime mais qui change tout par rapport aux autres. C'est que tout le monde a mis du vert dans son programme. Mais nous, on pense que l'écologie est le cœur de toutes les politiques. Nous, on fait pas de l'écologie à côté d'un programme de développement économique ou à côté d'un programme social. On fait à travers un programme écologiste de l'économie, du social, du partage et de la fiscalité. Le paradigme est complètement différent. L'écologie n'est pas pour nous une partie de notre programme, c'est le cœur de la transformation sociale et sociétale qu'on porte. Et c'est une différence très importante. Mounir Satouri, il y a un exemple concret là. On sait qu'en ce moment, avec les chaleurs qui sont quand même anormales pour un mois de février, que l'on voit en ce moment à Paris, ces pics de pollution par exemple, on voit le stationnement qui est gratuit, etc. On n'est pas capable de mettre en place une circulation alternée. On n'est pas capable de répondre à cette problématique de la pollution à Paris et dans les grandes villes aujourd'hui. Pourquoi? C'est un manque de courage. C'est quoi selon vous, Mounir Satouri? Et qu'est-ce que vous proposez vous? Pour pallier à ce problème, parce que c'est un problème qui nous concerne tous, c'est l'air pourri qu'on respire, quoi. Bien sûr. D'abord, l'air n'est pas pollué parce qu'il fait beau ou que les températures augmentent. L'air est pollué d'abord parce qu'il y a de la pollution. Oui, ça c'est sûr. Oui, il faut le rappeler. On ressent davantage quand il fait. Voilà, on ressent plus les pics de pollution avec des températures comme quand on a depuis 3-4 jours. Mais le problème au départ, c'est qu'on a des émissions. Le problème au départ, c'est que nos modes de transport obligent un certain nombre de nos concitoyens à prendre la voiture parce que l'offre de transport alternative n'existe pas et que les véhicules polluent. Et qu'on les a pas suffisamment aidés alors qu'au départ, dans les années 70, on les a poussés à être dans la voiture individuelle et diesel. Les mesures existent, mais c'est le manque de courage politique, et j'en parlais tout à l'heure. Ceux qui, aujourd'hui, sont en situation de prendre des décisions, maintenant, tout de suite, sur cette question de la pollution, pourquoi ils le font pas? Alors qu'avant-hier, quand ils se sont présentés à l'élection, ils avaient dans leur programme les questions écologiques. C'est la question de la sincérité dans l'engagement de mettre en place des solutions radicales sur ces sujets. Vous parliez, et à juste titre, de circulation alternée et de gratuité. Depuis que Valérie Pécresse est présidente de la région Île-de-France, la gratuité des transports en commun pendant les pics de pollution n'existe plus. Oui, c'est vrai. Elle a supprimé cela. C'est une décision politique concrète. Vous voyez, quand les écologistes co-géraient avec le Parti socialiste la région Île-de-France, il y avait gratuité pendant les pics de pollution. Quand les écologistes co-géraient la région Île-de-France avec le Parti socialiste, il y avait circulation alternée. Oui, mais les écologistes qui ont quand même pris un peu de pouvoir depuis que surtout qu'Anne Hidalgo est là, avec son équipe, on a vu quand même qu'il y avait un peu plus d'écologie présent au sein de la mairie de Paris, et pourtant les changements on les voit pas. Hein. Sauf que sur la question de l'air et des transports, c'est pas Anne Hidalgo et les élus écologistes de Paris qui sont compétents, c'est Valérie Pécresse et les élus LR de la région Île-de-France. Ouais. Et il faut l'expliquer aux gens. Non mais d'accord, monsieur Satouri, mais moi je reviens à Jean-Luc Mélenchon parce que vous avez fait mine de pas comprendre ma question, je pense. Mais quand vous avez un candidat de la France Insoumise qui vous propose des choses concrètes, notamment sur les centrales nucléaires, il proposait lui de les changer, de modifier complètement toutes ces fameuses centrales pour. Oui, nous on propose la sortie du nucléaire. Oui, lui aussi. Mais nous on propose la sortie du nucléaire parce que on préfère largement dépendre du vent, de l'air et de l'hydraulique et des panneaux solaires du soleil que de dépendre des centrales nucléaires qui peuvent à tout moment exploser et créer des grands dégâts non seulement pour l'environnement mais aussi pour la santé du vivant. Globalement, les êtres humains, les animaux, toute forme de vie, à plusieurs kilomètres à la ronde, quand une centrale a un problème, il n'y a plus rien. Allez voir au Japon, autour de Fukushima, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vivant autour. Ouais. Et donc, on pense qu'il faut
faire la transition écologique et qu'il faut développer les énergies renouvelables et en parallèle mener les politiques qu'il faut pour économiser l'énergie. Parce que la meilleure énergie, la plus importante, c'est celle qu'on n'a pas besoin de dépenser. Et donc tout à l'heure, vous parliez de passoires énergétiques. Si on isolait 500 000 logements en France, on ferait faire des économies pour la fin de mois des personnes en difficulté, et en plus on économiserait du CO2 et on émettrait beaucoup moins de CO2 dans l'atmosphère. Bah, il y avait, c'est quand même encouragement gouvernemental qui, pour 1 euro, pour ceux qui ne payaient pas d'impôts, pouvoir bénéficier justement d'une, le fait de renforcer en matière d'isolation sa maison. Oui. Voilà, c'est une bonne chose, ça. Et Vous savez, ça. Le gouvernement actuel, par exemple, il y a quelques semaines, quelques mois, a baissé les aides fiscales Ouais. pour changer ses fenêtres en double vitrage ou en triple vitrage. Donc il y a le discours, il y a les actes. Ouais. Et sur les questions écologiques, souvent le discours vous le trouverez dans la bouche de tout le monde, mais les convictions vous les trouverez pas dans le cœur de tous les acteurs politiques. Mais parce qu'il y a un élément important que peut-être que vous oubliez, c'est le poids de l'argent. Quand on voit aujourd'hui les pays les plus pollueurs aujourd'hui sur la planète, ils en ont absolument rien à foutre, pardon de vous le dire. Ils se contentent de continuer de polluer tranquillement et personne ne leur dit rien. Vous avez raison. C'est un constat, monsieur Satori. Ah, mais c'est un constat avec lequel je suis entièrement d'accord. Vous avez raison. Les difficultés sociales et écologiques qu'on traverse aujourd'hui en France, mais aussi dans le monde, ne sont que le résultat direct d'un système libéral dingue qui roule à toute vitesse vers le néant et qui nous conduit tous au mur. On a laissé se mondialiser un système libéral qui appauvrit les populations et qui dégrade l'environnement. Et donc il faut sortir de ce libéralisme financier et il faut faire autre chose. Et notre horizon, c'est la société écologique dans laquelle on retrouve du sens, on travaille à côté de chez soi, on ne se déplace pas inutilement, on vit dans des logements qui sont isolés, on a un emploi qui a du sens et on préserve sa santé et l'environnement et la biodiversité. Monsieur Satori, l'écologie permet de réconcilier tous ces enjeux-là en même temps. Vous êtes avec nous et en direct jusque 17h40 dans l'entretien du LGF. On va voir si les écologistes ont aussi un programme sociétal, c'est important. Et on verra justement, on en parlait là, on a commencé à en parler, les fameux accords de Paris. Vous avez vu ce qu'il en a fait, Trump. Voilà, il a pu s'en défaire tranquillement et voilà. Donc finalement tout ça pour ça, quoi, j'ai envie de dire. On continue d'en parler, mais vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous êtes candidat pour les européennes. On va en parler de ces fameuses européennes. Pourquoi il faut voter Europe Écologie Les Verts selon vous? Avec nous, Mounir Satori, qui est un invité du LGF pour cet entretien du LGF sur France Maghreb 2 en ce lundi. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Vous êtes bien sur France Maghreb 2 et bien à l'écoute de l'entretien du LGF de ce lundi. Notre invité, il est écologiste, il s'appelle Mounir Satori, il est candidat pour Europe Écologie Les Verts pour les européennes 2019. Le vote, ça sera pour le mois de mai. Alors, on en parlait avant la pub, monsieur Satori. On se souvient de ce grand rassemblement à Paris, la COP 21. Qui avait suscité beaucoup de monde. On se souvient des satisfactions de Laurent Fabius qui avait terminé d'ailleurs cet exercice en larmes en obtenant ces fameux accords. Et 3 ans après, Mounir Satori, on en est où? À la COP 21, la prise de conscience était énorme. Il y a beaucoup d'espoir qui a été suscité, mais les engagements pour limiter l'augmentation des températures, avant que ça ne soit trop tard, ne valent que si chaque État respecte les engagements de limitation des émissions qui sont les siens. Ouais. Le problème de l'accord de la COP 21, c'est pas l'accord en tant que tel, c'est son non-respect. Alors, le plus grand recul, c'est celui des États-Unis avec l'arrivée de Trump qui a dénoncé donc l'accord et qui est sorti de l'accord de la COP 21. Ouais. Mais on n'est pas mieux que certains. Aujourd'hui, la France. Mais qu'est-ce que vous ferez, vous, par exemple, si vous êtes au pouvoir demain? Qu'est-ce que vous faites pour convaincre Trump qu'il n'y en a absolument rien à faire? Non mais d'abord, il faudrait que nous on respecte nos engagements. Ouais. D'abord, nous, il faut qu'on respecte nos engagements. Qu'est-ce que la France ne respecte pas, concrètement? La France, aujourd'hui, ne respecte pas la limitation des émissions de gaz à effet de serre qui était dans la COP 21. Ouais. On émet 6% de plus
que ce à quoi on s'est engagé. Donc il faut qu'il y ait un respect strict et une accélération de la transition énergétique et une limitation des émissions en France, en Europe, et il faut que l'Europe soit forte sur la question écologiste et qu'elle se serve de tous les leviers qui sont les siens dans la négociation internationale pour qu'on limite les émissions. La France tout seul ne peut pas grand-chose, mais l'Union européenne, forte de ses convictions et respectant ses engagements et accélérant la transition énergétique, peut changer la donne à travers le monde. Monsieur Satouri, aujourd'hui on est dans une politique qui a quand même quelque peu changé par rapport à ces 30 dernières années où à l'époque on nous encourageait à acheter du diesel parce que ça consommait moins, parce que ça polluait moins aussi selon certains. Aujourd'hui on est en train de refaire marche arrière, c'est-à-dire qu'on incite les gens à ne plus acheter diesel mais acheter plutôt de l'essence, voire des voitures hybrides. Concrètement, aujourd'hui, par exemple, on sait qu'en 2030, il y a cette possibilité qu'on interdise totalement les voitures diesel dans Paris. Ça paraît inaccessible aujourd'hui. Comment vous demandez à quelqu'un qui gagne très peu de pouvoir changer sa bagnole, même s'il y a eu des aides mises en place? Il y a quand même une volonté, mais on voit qu'on n'arrive pas quand même au bout. On a cette volonté, on a cette envie de faire bien en matière écologique, mais on ne trouve pas les solutions finalement. Oui, vous avez entièrement raison. L'importance du diesel dans le parc automobile français n'est pas par hasard. Il y a des choix industriels dans les années 70 soutenus par une volonté politique qui a fait que le diesel s'est développé dans notre pays. Ouais. Et on a piégé les Français dans le diesel. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé le dit, vous voyez, c'est pas les écologistes. Ouais. Et on pourra pas taxer l'Organisation mondiale de la santé d'être en complaisance avec les théories écologistes. L'OMS dit tous les ans, dans notre pays, 50 000 morts anticipées à cause du diesel. Le diesel émet ce qu'on appelle les particules fines, qui sont la cause de maladies respiratoires et qui mettent en difficulté les plus fragiles. C'est pas par hasard que pendant les pics de pollution, on recommande aux enfants de ne pas sortir dans la cour de récréation, aux personnes âgées de ne pas faire d'efforts, de ne pas marcher à pied, etc. Donc il y a un vrai sujet de santé publique. Et donc il faut sortir du diesel. Mais nous, on n'est pas pour punir les Français qui ont été piégés par l'industrie automobile française et par les hommes politiques et les femmes politiques françaises. Nous, on souhaite qu'il y ait un accompagnement de cette transition. Notre réflexion depuis le début, et on le dit depuis 20 ans, c'est tout ce qu'on récolte lié à la fiscalité écolo doit être reversé aux Français. Et donc, on pourrait, si on faisait ce choix politique, consacrer 4,5 milliards à l'aide aux Français pour la conversion, pour changer leur voiture sur des voitures qui n'émettent pas les particules et des voitures qui consomment moins. Et donc là, vous voyez le lien entre la santé publique, la fin du monde et la fin du mois, et les 4,5 milliards qui restent pour faire des investissements massifs dans les transports en commun, dans l'isolation des logements, etc. Vous savez, les hommes politiques français, les productivistes de gauche et de droite d'ailleurs, ont lancé la stratégie TGV. C'était quoi le corollaire de sa stratégie TGV? Pendant qu'on faisait les lignes de TGV pour aller toujours plus vite et relier les grandes métropoles entre elles, on a laissé se fermer des petites lignes, des petites gares, se dégrader le transport du quotidien. Et vous voyez, les écologistes, ils veulent revenir au quotidien, ils veulent revenir au concret et ils veulent revenir à l'utile. Personne ne prend le matin son véhicule individuel pour faire 1h30 de transport, de route et d'embouteillage par plaisir. On a concentré tous les emplois au même endroit. En France, on a tout concentré à La Défense, à Paris et en Petite Couronne. Pourquoi il n'y a pas d'emploi en Grande Couronne? Pourquoi est-ce que les habitants de Mantes-la-Jolie ou de Melun sont obligés de faire 1h30 de déplacement alors qu'on pourrait décentraliser les emplois sur tout le territoire? Pourquoi on ne fait pas un maillage? Pourquoi on ne revient pas au territoire? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de développement massif des transports en commun? Pourquoi quand on habite l'Île-de-France, pour aller dans 94, quand on habite le 78, on est obligé de passer par Paris? Pourquoi il n'y a pas des liaisons entre les banlieues, entre elles, pour éviter de perdre du temps inutile dans les transports? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de stratégie de la part des décideurs politiques et qu'on n'a pas mis les moyens nécessaires pour cela.
on a les politiques qu'on mérite. Et donc les écologistes, ils portent des solutions concrètes qui répondent aux problèmes des quotidiens de nos concitoyens. Et si on arrivait on était en situation demain de prendre les décisions, on sait exactement quel est le plan vert pour sortir des difficultés du quotidien. Emmanuel Macron a-t-il bien fait d'évacuer Notre-Dame-des-Landes ? Je crois que avec l'entrée de Nicolas Hulot dans son gouvernement, avec cette prise de guerre dont j'ai parlé tout à l'heure, Emmanuel Macron avait besoin d'un symbole. Et c'est vrai que l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et la lutte de 40 ans des écologistes sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes était une lutte symbolique. Et donc il a pris ce symbole. Mais les symboles n'ont jamais suffi à changer la réalité quotidienne des gens. Donc moi je suis plutôt content qu'on soit revenu sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais en Ile-de-France, on veut développer l'aéroport de Roissy. En Ile-de-France, ils sont en train de vendre au privé ADP, alors que l'entreprise ADP qui appartient à l'État rapporte de l'argent. On veut vendre ce bien commun et on veut continuer à faire du gigantisme. Pourquoi il n'y a pas le fret ferroviaire ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de subir des centaines et des centaines de camions qui traversent nos campagnes et nos villages pour transporter des marchandises alors que les lignes ferroviaires sont vides ? Dites-moi quelle est la raison, à part des intérêts individuels, du lobbyisme et du renoncement et du manque de conviction des hommes politiques. Il n'y a pas d'autre raison que cela. Un autre monde est possible, un autre monde meilleur est accessible et il est à notre portée. Il suffit d'avoir le courage de prendre les décisions qui s'imposent. Mounir Satouri, est-ce qu'il n'y aurait pas un véritable engagement à prendre vis-à-vis de ces gens que l'on a mis délibérément en danger ? Je parle de nous, de la France, mais on n'est pas les seuls. En allant faire nos essais nucléaires, par exemple en Algérie, et on a constaté qu'il y avait beaucoup de cancers par la suite, des problèmes de thyroïde notamment, qui seraient liés bien sûr à ces essais nucléaires. Est-ce qu'il est peut-être pas temps maintenant de réparer nos erreurs du passé ? Bien sûr. Et de quelle manière ? Je crois que on a une dette climatique et environnementale envers un certain nombre de peuples. Vous parlez des essais nucléaires en Algérie, mais il y en a eu ailleurs. Mais j'ai parlé tout à l'heure des dégâts environnementaux que provoque le réchauffement climatique. On commence ici à percevoir le réchauffement climatique. Vous l'avez dit, on est au plein hiver, on a des températures de 18 degrés. Ce qui est complètement anormal. Ouais. C'est anormal. Dans certains pays, il y a la désertification. Il n'y a plus de pluie. Il y a la sécheresse. Ouais. Les personnes ne peuvent plus manger. Et le réchauffement climatique, on est en partie responsable. Et le réchauffement climatique n'est pas sorti de nulle part. Le réchauffement climatique, il est dû au modèle de développement qu'a eu l'Occident pendant une trentaine d'années et qui crée des dégâts. On ne peut pas ne pas être en responsabilité et en solidarité. Nous appartenons à la même communauté de destin sur cette planète et nous devons trouver le moyen ferme, réel et opérationnel pour aider toutes ces populations. Parce que si on n'aide pas les pays africains à passer le cap des dégâts climatiques qu'ils ont, si on les aide pas à se développer, mais avec un modèle de développement qui n'est pas celui des erreurs que nous on a commis. Moi, je souhaite que l'Afrique se développe, que le Maghreb se développe, mais pas en reproduisant les mêmes erreurs. Et donc, il faudrait qu'ils évitent ces erreurs-là et qu'on les aide, y compris financièrement, pour développer le solaire. Et il y a beaucoup de soleil dans ces pays-là pour développer le ferroviaire. Mais c'est pas ce qu'on fait, monsieur Satouri, justement. On va faire nos saloperies encore là-bas. Mais c'est ce que on est entièrement d'accord. Je suis en train de vous dire de ce qu'on doit faire et de ce que les écologistes pensent qu'on doit faire. Mais on est dans un système démocratique. Si demain, les citoyennes et les citoyens ne votent pas massivement pour la liste écologiste en France et pour les autres listes écologistes en Europe, ce programme ne peut pas être porté. Ouais. Et nous avons fait la démonstration sur un certain nombre de points que quand les écologistes étaient en situation, ils savaient prendre des décisions courageuses. Je peux vous citer sur un certain nombre de sujets écologiques, sur la pêche industrielle en eau profonde ou la pêche électrique, sur la transition écolo, etc. Mais même sur le plan géopolitique, les écologistes
en Europe sont les seuls nous sommes les seuls à être contre les armes, la vente d'armes dans le monde. Ça, on ne peut pas ne pas assumer notre responsabilité sur les déstabilisations qu'a un certain nombre de régions, alors qu'on laisse l'industrie d'armement en Europe vendre les armes aux uns et aux autres, et avec tous les dégâts que ça produit. Lorsque il y a eu la problématique de la guerre au Yémen, les écologistes en Europe se sont opposés à la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Et il se passe un drame sans qu'on s'en préoccupe, entre autres parce que l'industrie de l'armement européenne livre des armes qui tuent à l'Arabie Saoudite, et parce que les décisions courageuses ne sont pas prises. La transition écologique et la sortie du pétrole, c'est aussi la fin des conflits au Moyen-Orient qui sont à la base des conflits autour du pétrole et autour de l'enjeu du pétrole. Et donc vous voyez, si demain on dépendait beaucoup plus du solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie géothermique, et que le poids dans le développement mondial du pétrole baissait, peut-être que certains enjeux aujourd'hui n'auraient plus la même portée demain. Et donc vous voyez que la conversion écologique, ça apporte des réponses immédiates pour nos concitoyens aujourd'hui en France. Bien près du micro, monsieur Satori, s'il vous plaît. Ça apporte des solutions concrètes à nos concitoyens en France et en Europe. Ouais. Ça permet de construire des rapports différents entre nous et les pays du Sud. Et ça peut aussi régler de manière indirecte, de facto, un certain nombre de problèmes géopolitiques qui empoisonnent l'existence du monde dans un certain nombre de régions. Les écolos auraient répondu de quelle manière s'ils étaient au pouvoir aux Gilets jaunes? D'abord, nous, on a entendu. On a entendu... Ça d'accord, tout le monde entend, hein, on est forcé d'entendre, Marquet. Mais la réponse, elle est simple. La demande des Gilets jaunes, c'est une demande de justice sociale et de justice fiscale. Ouais. Et pourquoi le président Macron et le gouvernement s'en sortent pas? Parce qu'il y a des décisions qu'ils veulent pas prendre. Enfin, vous, les écolos, vous êtes pour les taxes, hein, justement, non? Ah non. Comment ça, non? Pas forcément. Ça dépend. Vous les des taxez taxes. pour que ça soit écologique. Il faut bien de l'argent, il faut bien taxer les gens. Mais tout ce qu'on récolte, on le redonne. Ouais. Mais tout ce qu'on récolte, on le redonne. C'est quoi l'impôt? L'impôt, c'est ce qui permet de financer notre vie commune, ce qui permet de financer les services publics. Et donc, on ne peut pas prélever l'impôt, réduire le service public. C'est un problème de sens. Pourquoi les gens râlent? Parce qu'ils ont l'impression qu'on leur prend de l'impôt et qu'on leur donne pas les services dont ils ont besoin. On est aujourd'hui le pays des déserts médicaux, alors qu'on matraque fiscalement les gens. Et donc, vous comprenez que quand vous habitez dans la Creuse et que vous voyez les maternités fermées, les hôpitaux se vider, et qu'en même temps on augmente vos impôts quand on baisse ceux des riches, il y a de quoi dire c'est pas normal, je veux ne plus être l'invisible, l'inaudible, je mets mon gilet jaune et je sors dans la rue exprimer ma difficulté. Et donc il faut répondre sur quel est notre projet commun, comment on le finance et quelle contribution apporte chacun. Et c'est vrai que c'est incompréhensible qu'on baisse l'ISF quand on matraque les retraités qui gagnent à peine 1200, 1300 euros. Donc, le président Macron et le gouvernement ont entendu un certain nombre de choses, mais ils sont incapables de changer leur modèle. Ils ne veulent pas changer de feuille de route. Et en fait, vous savez c'est quoi le problème? C'est qu'en réalité, la politique libérale de Macron n'est pas compatible avec l'attente de la majorité de la population. Et donc on a un problème avec le libéralisme. Et vous savez pourquoi je suis candidat aux européennes? Je suis candidat aux européennes avec Yannick Jadot, Karim Adeli, Michel Rivasi, Marie Toussaint et David Cormand. J'ai parlé des 7 premiers, Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, j'ai parlé des 7 premiers de notre liste, mais tous les autres, parce qu'on n'a pas envie que le match se résume entre l'arnaque libérale de Macron, parce que la promesse, au début, elle était belle, et les Français se sont rendus compte qu'en fait, ils se sont fait avoir. Et le hold-up populiste possible de Le Pen. Et l'un comme l'autre, ils font tout ce qu'il faut pour dire, c'est soit l'un soit l'autre. Entre nous, il n'y a rien d'autre. Et nous, on a envie de dire qu'entre l'arnaque libérale de Macron et le hold-up populiste de Marine Le Pen, il y a un truc qui s'appelle l'écologie. Il y a un truc qui s'appelle l'écologie. Il est non violent, il est concret, il est pratique, et
il est opérationnel tout de suite. Donnez la main aux écologistes en Europe. Du coup, vous avez répondu Donnez- à ma question. Ce pourquoi il fallait voter Europe Écologie Les Verts pour les européennes. On a bien compris, Mounir. Dernière question. Quel est, d'après vous, d'après vos constatations, le meilleur élève du Maghreb en matière écologique? Les pays qui seraient en tout cas les plus engagés dans cette matière. Franchement, je vais vous dire. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Mais je vais vous dire quelle est mon envie, mon engagement en la matière. Le Maghreb uni, peut être une formidable chance pour cette partie du monde. C'est formidable Pour comment construire. vous détournez ma question. Hein. Peut être une formidable chance d'accélérer la transition et d'être l'interface entre l'Europe et l'Afrique et d'être le trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Quel est le meilleur élève, On monsieur a Satouri? aujourd'hui sur ce territoire-là plein de forces. Ouais. La première, c'est la jeunesse du Maghreb. Et l'aspiration de la jeunesse doit être soutenue dans tous les pays. Et les pays du Maghreb doivent trouver le moyen de s'entendre autour d'un grand projet. De gaz à effet de L'Union serre en européenne- Algérie, c'est bien? L'Union européenne, la communauté européenne s'est construite autour de la notion du charbon et de l'acier. C'est parce que l'Europe a eu un projet commun que les peuples ont pu, en sortant de la guerre, construire de la coopération, de la prospérité et la paix. Le Maghreb aujourd'hui peut, autour de l'énergie solaire, peut autour de l'éolien parce qu'il y a une façade maritime intéressante, et autour de la conversion écologique, avoir entre les mains le projet collectif qui peut réunifier les peuples et apporter une prospérité non seulement pour le Maghreb, mais pour l'Afrique tout entière. Je vais vous aider à répondre à ma question. Entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, par exemple, quels sont les meilleurs pays qui respectent l'écologie? Alors, quand je dis ça, on parle de volonté aussi, d'essayer de mettre de l'écologie. Maroc, Tunisie, Algérie, quel est le meilleur élève? Écoutez, On parle de gaz à effet de serre en Algérie. Hein. l'Algérie est un pays producteur de gaz Ouais. et de pétrole. Oui. Donc je pense que parce que c'est un pays producteur et parce que cette matière première est pas chère, que la marge de progrès que l'Algérie doit faire est plus importante. Quand on n'a pas la ressource naturelle, on Donc c'est le essaye... moins bon élève. Non, mais je vous donne raison. Je ne connais pas la réponse. Hein. Je ne connais pas la réponse et j'assume de pas la connaître. Mais franchement, ce que je vous ai dit sur ce que la transition écologique peut créer comme rassemblement entre les peuples du Maghreb dans l'optique d'accélérer cette transition, Ouais. ça peut être formidable pour la jeunesse, pour la création d'emplois, pour la préservation de la planète et pour le rôle de trait d'union que le Maghreb est en droit de jouer entre l'Europe et l'Afrique. Monsieur Satouri, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir mis un peu d'écologie, ça fait du bien, c'est rare. En tout cas, dans les médias, d'entendre votre parole, et on va l'entendre davantage puisque vous êtes candidat Europe Écologie Les Verts pour l'Europe, et vous êtes obligé de reconnaître comme moi qu'il y a du boulot pour convaincre. Oui, c'est Voilà. vrai. Mais on a de la conviction et on a l'urgence écologique nous oblige à y croire et à tout faire pour y arriver. À très vite et bonne chance. Merci à vous. Dans l'instant, le grand débat, messieurs, dames. Vous avez peut-être des choses, peut-être, en écoutant Mounir Satouri à nous proposer en matière du grand débat. Parce que vous avez des choses à faire valoir, à proposer, eh bien, on vous écoute dans un instant 01 40 39 000, alors que notre écologiste de l'équipe, Philippe Bouriachi, va nous dire dans un instant si Mounir Satouri a été bon. S'il a réussi son entretien, d'après toi, Philippe. Hein. Non, mais là, En tout cas, je suis un passionné et Mounir pour moi est un grand frère, est un modèle. Donc oui, donc t'es pas objectif. non, je serais absolument pas objectif. D'accord. Par contre, moi, je veux bien répondre à la question que tu as posée. Ouais. Je suis pas le plus grand spécialiste du Maghreb, mais en tout cas, je crois que le Maroc a quand même pris un léger avantage sur les trois. Et il a raison sur le fait de nous, à Europe Écologie Les Verts, on travaille énormément sur l'Euromède. L'Euromède Europe Méditerranée. Hein. Et puis en même temps, ça fait une très belle transition pour le remède du monde. Et je pense que on a tout intérêt à ce que le Maghreb uni travaille main dans la main, parce que il y a des intelligences de part et d'autre, en partant du Maroc, en allant jusqu'à la Libye. Je crois qu'il faut pas oublier la Libye, mais effectivement, quand tu produis du gaz et du pétrole pas cher, tu te soucies pas trop de l'après. Et il faut vraiment prendre, là du coup, je vois moi à Ouarzazate, la station Nour, elle est juste extraordinaire. Je l'ai visitée, je suis resté, mais vraiment la bouche
bouche bée sur cette rapidité et sur cette fonction intéressante que le solaire peut produire. Il a parlé de l'éolienne marin, des hydroliennes, parce que sur l'Atlantique, le Maroc a quand même 3500 mètres carrés, 3500 km de côte, en prenant sur l'Atlantique et la Méditerranée. Et ben, si tu combines tout ça, le solaire, en plus la denrée inépuisable, inégalable à l'infini, et je rappellerai aussi qu'on peut sortir du pétrole en passant par l'hydrogène, et l'hydrogène se fabrique avec des panneaux solaires. Bon, allez. Merci beaucoup mon Philippe. Dans un instant, le grand débat avec vous, auditrices, auditeurs. C'est jusqu'au 15 mars ce grand débat, donc chaque jour on y consacre un petit moment, on écoute vos doléances, vos propositions que l'on transmettra à l'Elysée à l'issue de ce grand débat. 01 40 33 9000, à vous de jouer, parce que vous avez des choses à faire valoir, des choses à dire, eh bien dites-les et elles seront transmises. À tout de suite. Le LGF, le grand forum, messieurs dames, avec le grand débat et notre Philippe Bourriachi qui sera également demain avec nous. Demain tu seras avec Gamal Abina, tu seras avec Audrey Pronosti. J'en suis déjà ravi. Ouais, voilà. Donc une belle équipe demain, sachez-le. Entre 16h et 18h. Le grand débat, chaque jour sur France Maghreb 2. Oui, parce que le grand débat, c'est important. On en prend part, bien sûr. Il ne s'agit pas de le cautionner et de ne pas le cautionner. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'il va en devenir par la suite. Non, il s'agit simplement d'y participer. Il s'agit aussi de vous écouter. Que le peuple puisse s'exprimer, nous proposer en la manière la plus simple, c'est-à-dire en nous appelant à la radio chaque jour au 01 40 33 9000 en proposant, c'est-à-dire parmi les dernières propositions que j'ai eues, celle de Anissa Mziti, chroniqueuse du LGF, qui nous propose une requalification juridique de l'islamophobie. Parce qu'on le sait, l'islamophobie, c'est un délit, mais sauf que dans les faits, on est très loin bien justement des condamnations, des punitions quand on parle d'islamophobie. Donc elle propose une requalification juridique, elle, Anissa Mziti. Hakim, qui est un auditeur, qui nous dit Paris, suppression des territoires de la métropole du Grand Paris. Ça, c'est une proposition d'Hakim. Ça te parle, Philippe, ça? Ça relance le fameux millefeuille administratif. Tu as la commune, tu as les territoires, tu as le département, tu as la métropole et tu as la région. Ça va, quoi. Et souvent, tu retrouves les mêmes élus. Alors, il y a ceux que les élus institutionnels, puisque la loi sur le cumul des mandats prévoit que 2 mandats effectifs, sauf que pour le territoire et la métropole, comme c'est pas des suffrages directs, par exemple, prenons le cas de la maire de ma ville, Mme Janadet, elle est maire, conseillère départementale, vice-présidente au T12 et conseillère métropole du Grand Paris. Et puis on a une proposition de Choukri tout à l'heure qui nous a donné sa proposition de Nanterre, que lorsqu'on a été locataire d'un appartement HLM depuis 25 ans, on en devient propriétaire. Ça, c'est une proposition aussi concrète. Nasser est avec nous au 01 40 39 000, il a certainement aussi une chose à faire valoir. Bonsoir Nasser, vous nous appelez d'où? Bonsoir Christophe, bonsoir à ton invité. Je vous appelle du Val-de-Marne, mais j'habite Melun. Ah, d'accord, en Seine-et-Marne. Voilà. Moi, je connais bien. J'aurais une proposition. Je reste aujourd'hui dans le thème de l'écologie. Ah très bien, ça va faire plaisir à notre invité. Je me suis un peu ennuyé avec votre invité parce que pourquoi il parle avec une langue de bois, donc pour une nouvelle génération, je supporte pas ça. Mounir, vous êtes langue de bois. Il est encore là, hein, Mounir. Mounir, vous avez été langue de bois selon notre auditeur. Voilà. Et j'avais une proposition concernant les mutations. On a beaucoup de personnes qui viennent du 77 pour travailler dans le 94 et d'autres et inversement, alors qu'on pourrait faciliter les mutations dans les grandes entreprises et déjà on pourrait vachement réduire le nombre de déplacements. Non? Alors oui, je veux bien, mais alors faites-moi une proposition simple que je puisse écrire et que ça puisse avoir de la gueule. Faciliter les mutations en interne dans les grands groupes, parce que ils demandent de l'ancienneté qui va de 1 an à 3 ans, alors que on fait le même travail qu'on soit dans tel ou tel département. Quand on exerce un métier, je veux dire, ça change rien pour une grande entreprise. Très bien, c'est concret. Merci beaucoup, mon Nasser. À bientôt. Je vous suis tous les jours, Christophe. J'aime beaucoup ton émission. J'aurais préféré que tu fasses une spéciale par rapport à ce qui se passe en Algérie. Oui, mais non, parce que oui, on va en faire une, bien sûr, mais on attend parce que il y a des choses qui vont bouger certainement, du moins on l'espère, et on fera en fonction. Tu sais, on n'est pas à la recherche du buzz, hein. On réagit effectivement dans l'instant T parce que c'est l'actualité. Non, mais voilà, ne faisons pas. On va pas faire de sensationnalisme autour de ce sujet qui est très important, et l'Algérie nous tient tous à cœur.
pas du tout, Christophe. Moi, franchement, je félicite le peuple algérien parce que ils ont su descendre dans les rues et de manière pacifique, comme l'a fait le peuple du Rif. Donc, je Ouais, soutiens. absolument. Merci Nasser, à bientôt et continue de nous écouter et de participer aussi, c'est important. Merci beaucoup. Ah, tiens Philippe, sur cette proposition de Nasser qui nous propose de faciliter les mutations dans les grandes entreprises. C'est une bonne chose ça, non? Alors, il faudrait que ça soit légiféré parce que le souci c'est qu'il n'y a pas d'accord trans entreprise là-dessus, mais Mais ça répondrait concrètement au problème de transport justement quand on habite Melun comme lui par exemple et qu'on travaille je sais pas à l'autre bout de Paris à la Défense. Si on a une antenne de cette entreprise qui est en Seine-et-Marne un peu plus proche de chez lui, Bien. ça pourrait être plus pratique quoi. bien évidemment, la mobilité interne des entreprises, elles ont tout à y gagner. Lorsque tu as un collaborateur qui, au lieu de faire 1h30 de transport aller, 1h30 de transport retour, ça fait 3 heures au bas mot quand tout se passe bien, à la fin de la semaine, ton collaborateur, il est un petit peu moins frais et dispo. Bah voilà, c'est Il ça. faudrait aussi voir comment les entreprises peuvent, comment on pourrait, inciter les entreprises à favoriser aussi le télétravail. Mais ça remet oui. aussi la confiance. Alors moi, j'ai vu un reportage cette semaine sur une chaîne dont je citerai pas le nom parce qu'elle est concurrente à France Maghreb. Non, c'est une chaîne de télé. Mais Pas de concurrent. non, je plaisante. Non, je voulais juste dire que les entreprises qui sont passées au télétravail ont vu un gain de productivité de 50% Bah, c'est logique. de leurs collaborateurs. C'est logique en même temps. Méziane, salut Méziane. Oui, salut à vous, salut Christophe, salut à tes invités, à tout le monde. Alors mon Méziane, proposition pour ce grand débat. Ouais, moi je vais vous dire, de toute façon il n'y a rien qui va changer avec le grand débat. Non, là. mais Méziane, je te demande pas si ça rien va changer, je te demande de proposer, arrêtez de critiquer. Ouais, je propose, mais je fais un préambule. Ouais, Parce qu'il suffit pas de répondre comme un référendum oui ou non, parce que ouais. c'est plus complexe. Bon, alors qu'est-ce que tu proposes toi concrètement? Donc moi je propose qu'on arrête cette Europe là, déjà, la communauté européenne, là, le marché européen, dans le sens avec comment on appelle ça, la constitution telle qu'elle est faite, parce qu'il n'y a aucune harmonisation fiscale. Et lorsqu'on dit il y a des problèmes pour les services publics, ça vient de l'Europe, parce que l'Europe, on dit il faut privatiser. Et à partir de là, lorsqu'on veut faire du service public dans un pays comme la France, on est en train de perdre tous les services publics au profit des multinationales et des privatisations. Et tant que si on va vouloir, par exemple, il faut de l'argent pour ça. Si on taxe les riches, ils vont se barrer là où les impôts sont moins chers. Donc, en fin de compte, on tourne en rond. Donc, il faut une harmonisation fiscale ou se barrer de l'Europe. Voilà. Donc, voilà ce que proposition concrète, Méziane, c'est... harmonisation fiscale ou sinon pas d'Europe. On fait pas partie de la communauté européenne. harmonisation fiscale Parce qu'on avec l'Europe. on nous dit que si on taxe trop les riches, ils se barrent. Ouais. S'ils sont taxés de la même façon ailleurs, ils se barreront pas. Donc Ouais. l'argent restera en France. Harmonisation fiscale au niveau européen. On est Au niveau d'accord. européen, si c'est pas possible, comme je crois que ça va pas être possible, parce que c'est des égoïsmes nationaux, eh bien à ce moment-là, quittez le marché européen. Bon, merci Méziane. Frexit. Ouais, Salut. j'ai compris que t'étais du parti d'Asselineau, toi. À bientôt. Salut mon Méziane. Non mais on vous a repéré les gars. Hein. 01 40 33 9000 en même temps. Voilà, c'est de bonne guerre. Vous faites passer votre message, y a pas de souci. J'en prends une petite dernière pour ce soir. Allô, qui est là? Bonjour Christophe, si je peux donner une proposition. Ah, Bonji de Marseille. Proposition de Bonji. Oui, alors, ma proposition, c'est l'abrogation de la loi du 15 mars 2004 sur le voile à l'école. En fait, c'est les religieux, mais en vrai, c'est le voile. D'ailleurs, qu'on a détaillé dans notre lettre qu'on a fait au président de la République, je cite par l'association, et surtout parce que dans la loi de 1905, la loi dit que l'État ne reconnaît ni salarié aucun culte en fait, et comme elle expliquait Madame Schiappa, pour une fois qu'elle a dit quelque chose d'intéressant, que le fait de dire que le signe religieux le voile est un signe religieux, c'est reconnaître un culte. Voilà, c'est. Donc alors proposition c'est la concrète. proposition, Manji, c'est quoi ta proposition? Vas-y. L'abrogation de la loi du 15 mars 2004 sur ces signes religieux à l'école. De la loi de 2004 sur 15 mars 2004 sur Ouais. les signes religieux à l'école. Exact. Du 15 mars 2004. 15 mars, on s'en souvient.
Bah, je t'en prie, Manji. Salut, mon Manji. À bientôt. Voilà. Bon, bah, on a eu des propositions concrètes. Mon Philippe, on remet le couvert demain. On verra ce que ça va devenir. Hein. Bonne soirée. À demain, mon Philippe. Merci, bonne soirée à toutes et à tous, et on se donne rendez-vous demain avec Audrey Pronesti et Gamal Abina, et je suis vraiment ravi de faire ce plateau avec. Ça va être chaud, hein. C'est Ouais. que Gamal, il est dans le coffre, hein. Fais Ah gaffe, non, mais il est extraordinaire. Moi, franchement, je le dis, j'ai été impressionné par Gamal. Bon, eh oui, c'est normal. Et par Audrey aussi, bien Les évidemment. meilleurs sont dans le LGF, ne cherchez pas ailleurs. De toute façon, à cette heure-ci, vous avez quoi? De la musique, on essaye de vous faire rire, on parle de foot. Sur France Maghreb, on parle de tout ça à la fois. Magnifique, 01 40 33 9 000, à demain 16h si vous le voulez bien. Dans un instant, Medjed, sur votre radio, restez bien avec nous. À l'écoute de votre radio France Maghreb 2, 18h01 sur France Maghreb 2.